Nous allons également recevoir un pharmacien, nutritionniste et coach certifié Maxwell. Il vient comme chaque année nous parler de la journée mondiale du diabète. Nous accueillons le docteur Keba Tamba. Bonsoir docteur Sow, bonsoir docteur Tamba. Bonsoir Aline. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons terminer cette première partie avec le docteur Tamba, qui, comme chaque année, je pense que c'est la 4e ou la 5e fois qu'on vous reçoit pour parler toujours de la journée mondiale du diabète et parler santé, hein, parler bien-être. Mais à chaque fois, à chaque année, malheureusement, on va dire que c'est pire. Cette année, je pense qu'on a beaucoup fait le focus sur le diabète des enfants parce que malheureusement, de plus en plus d'enfants ont le diabète de type 2. Comment on peut l'expliquer? Oui, Alioune, je pense que c'est un plaisir hein, et je pense que tu es en train peut-être de gagner aussi le record d'invitation par rapport à ma personne. C'est aussi parce que la qualité ou bien le niveau de ton émission aussi est très bien apprécié. Et rien que pour ça, je te félicite. Je félicite aussi tes collaborateurs pour qui aussi c'est un plaisir de les retrouver. Je pense que le thème diabète, c'est vraiment un thème très, très important. Et comme vous le dites, aujourd'hui, le constat est là. C'est la réalité. Nous constatons tous que les choses ne font que s'empirer d'année en année. Et surtout par rapport aux enfants qui aujourd'hui ont un profil assez particulier, qui ont un profil qui malheureusement n'est pas en phase avec leur croissance, parce que l'alimentation des enfants aujourd'hui est une alimentation à la limite très catastrophique et qui se traduit par des corpulences qui ne sont pas en phase avec l'âge des enfants. Et automatiquement, ces perturbations et ces dysfonctionnements peuvent expliquer pourquoi on a autant d'enfants diabétiques, autant d'enfants malades. Ce n'est pas que le diabète, mais aujourd'hui, les maladies sont de plus en plus très précoces, c'est-à-dire à des niveaux, à des âges très précoces, alors qu'aujourd'hui, la médecine avance, les techniques de diagnostic avancent. Malheureusement, le mode de vie aujourd'hui, qui est la cause, qui est la source de toutes ces perturbations, est un mode de vie qu'on peut aujourd'hui décrire comme étant la vraie source sur laquelle on doit travailler si on veut impacter positivement sur les prévalences, mais surtout sur la santé globale des populations. Parce que c'est un véritable casse-tête quand même, la nutrition des enfants, surtout du fait qu'ils vont à l'école maintenant. Ils vont à l'école, ils passent la journée à l'école. Donc les mamans, leur véritable problème, c'est comment faire pour les nourrir, comment faire pour leur donner des goûters qui soient pas, je sais pas, des goûters industriels, parce que en fait c'est ça. Elle cherche peut-être ce qui est plus pratique. Donc la plupart du temps, c'est vraiment une alimentation industrielle qu'on on vous met un package, vous amenez ça à l'école et vous mangez ça déjà à la récréation, vous mangez ça à midi. Et ça pose un véritable problème. Est-ce qu'il ne faut pas surtout faire un coaching par rapport aux mamans, leur dire qu'il faut leur faire des box avec des plats qui sont cuisinés, même s'il faut faire ça la veille, et pour qu'on puisse savoir à quel point c'est important en fait? Oui, je pense qu'on n'a pas le choix à Lyon. On n'a pas le choix. À ce rythme, les choses ne vont pas s'améliorer. Tant qu'on n'aura pas compris que dans le système éducatif, il faudrait qu'on introduise une éducation nutritionnelle qui va d'abord toucher les enseignants, toucher les élèves, mais aussi les parents. Parce que si toi, de façon isolée, tu prends le soin de concocter, par exemple, un goûter ou bien un repas pour ton enfant qui est basé sur des notions nutritionnelles, mais si dans l'environnement où évolue l'enfant, dans l'école, les autres sont dans la malbouffe, vous voyez déjà quel type d'influence cet enfant pourrait éventuellement ressentir. À la limite même, il va se sentir un peu gêné, un peu marginalisé par rapport à la masse. Donc, en fait, on a l'obligation, si on veut vraiment influer sur les maladies, si on veut améliorer la santé des populations, introduire une éducation nutritionnelle à la base, à la maternelle, même peut-être même, je ne sais pas à quel niveau, mais que ce soit un enseignement qui sera bien intégré et avec, comme vous le dites, un coaching, un accompagnement qui doit être fait d'abord au niveau des enseignants, des parents qui comprennent que ce n'est pas dans la facilité ou bien on a l'impression que c'est plus facile d'acheter des aliments industriels pour constituer un goûter des enfants, alors qu'une banane, si tout le monde a l'éducation dans l'école pour comprendre que la banane est beaucoup plus, en fait, beaucoup plus
intéressante en termes d'apport nutritionnel. Elle est même meilleure en termes de santé pour les enfants. Que tout le monde comprenne cela, mais c'est plus facile de mettre une banane dans le goûter de l'enfant que d'aller acheter des aliments industriels qui aujourd'hui sont responsables pour moi de la destruction de la santé. Donc c'est tout un ensemble. De façon isolée, on ne peut pas avoir des résultats. Mais imaginez qu'on puisse introduire cette éducation nutritionnelle à l'école. Sur 5 ans, 10 ans, vous verrez l'impact déjà sur la santé des enfants, mais sur des générations après qui vont venir, on pourra influer sur cette prévalence des maladies qui aujourd'hui qui ne font que malheureusement augmenter parce que rien n'a été fait. Parce que ce n'est pas sur la symptomatologie, ce n'est pas sur la prise en charge des maladies qu'on peut influer sur les prévalences. Il faut de l'éducation et des changements dans les comportements et un mode de vie globalement intégré qui peut nous permettre d'impacter positivement sur ces prévalences. Absolument, parce que je sais que le ministère de la Santé fait des efforts en ce sens parce que nous avons reçu ici, elle était assise à votre place, un médecin qui travaille au ministère de la Santé qui était venu nous amener un livre qu'ils ont fait pour des recettes de cuisine pour dire que voilà, il faut bien cuisiner. Avec nos produits locaux, il y a beaucoup de plats qu'on peut faire qui puissent faire que les gens peut-être ne vont pas tomber malades comme ça aussi facilement. Mais en dehors de ça, parce que en dehors de ces actes, je ne sais pas, peut-être, je ne dirais pas isolés, mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une politique beaucoup plus globale, je veux dire, sur le plan de la communication à outrance, faire des campagnes pour que les gens puissent changer d'habitude alimentaire? Parce que si on n'arrête pas le problème à la base, si on pense que peut-être c'est juste par la médication que c'est ça qui va changer les choses, l'accès peut-être gratuit à certains médicaments, mais est-ce qu'il ne faut pas régler le problème à la base? On le répète chaque jour ici, on dit toujours qu'en médecine, on dit que votre aliment soit votre premier médicament, mais on le dit, mais dans la pratique, on ne voit rien. Oui, mais c'est le combat que je mène depuis plusieurs années pour faire comprendre aux gens. Ce n'est pas attendre que la maladie soit là pour vouloir éventuellement agir. Il faudrait aider les gens à comprendre exactement comment éviter la maladie. Et ça passe obligatoirement par la connaissance, l'information sur l'impact de l'alimentation sur ma santé. À lui-même, la qualité de mon sang est liée à la qualité de mon alimentation. La qualité de ma salive est liée à la qualité de mon alimentation. Ma corpulence doit refléter l'état de santé. Et ça doit aussi être des informations, des éléments sur lesquels les gens doivent être bien édifiés. Et tant qu'on ne remonte pas à la source pour corriger, parce que l'essentiel de toutes ces pathologies, qui pour nous sont des créations de l'humain, ce n'est pas Dieu qui a créé ces pathologies-là. Le diabète dont on parle est une création de l'humain, de par des changements qu'on a eu à adopter dans notre mode de vie, dans nos comportements alimentaires, dans notre comportement émotionnel aussi, qui concourent aujourd'hui à expliquer toutes ces pathologies. Je vous donne mon exemple. Mon mode de vie et ma pratique au quotidien fait que si je dois faire un diabète, c'est peut-être Dieu qui va le décider, mais pas dans mes comportements. Parce que je fais tout ce qu'il faut pour que je puisse avoir une santé sur laquelle ou bien dans laquelle il n'y a pas de place pour certaines pathologies. Tout est lié à notre alimentation, tout est lié à notre comportement. Donc il faudrait que les gens comprennent que la perception qu'on a de l'alimentation, bien la relation de récompense qu'on a avec notre alimentation est une relation à casser. Et aller vers ce que vous venez de dire, aller faire du soin dans l'alimentation. Quand nous mangeons pour un but précis. Pourquoi nous mangeons? Il y a des choses qui sont en nous, qui constituent la base du corps humain, qui doivent être bien nourries. Et cette nourriture nous exige quand même des connaissances ou bien une orientation, des choix aussi par rapport aux besoins de nos cellules. Mais je ne peux pas, moi, m'orienter dans l'alimentation juste pour me remplir le ventre, juste pour mon plaisir. Conséquence, c'est ce que nous sommes en train de constater. Mais le gros problème, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y a jamais eu d'éducation nutritionnelle. Ça, c'est le problème mondial. Ce n'est pas un problème sénégalais seulement. C'est un problème mondial. C'est ça qui explique presque dans tous les pays du monde, on a aujourd'hui un problème de santé parce que les gens, par perception, on mange juste pour le plaisir, on mange juste pour se remplir le ventre. Conséquence, aujourd'hui, on développe des corpulences, un bien-être physique. Non, pas un bien-être. En fait, un corps physique, malheureusement, qui est dans la souffrance. C'est ça qui crée ces dysfonctionnements, qui évoluent. En tout cas, moi j'ai des jeunes camarades qui aiment bien manger. Je ne sais pas qui est le plus gourmand entre mais c'est Tierno, évidemment. Mais la preuve, aujourd'hui, quand quelqu'un te voit dans ta corpulence actuelle, la première impression qu'il va se dire, lui, il est malade. Mais oui, c'est toujours ce qu'on me dit.
Vous voyez déjà le type de travail qu'on doit faire, surtout chez les femmes. Elles comprennent que la forte corpulence, c'est l'embonpoint, c'est un signe de maladie. Que les gens comprennent aujourd'hui que la santé, c'est la maigreur. La santé, c'est vraiment... La mince chaque jour. Chaque jour, il dit maigreur. Maigreur, c'est un peu extrême. Non, parce qu'en fait, le corps n'est pas fait pour stocker des déchets. Absolument. Nous mangeons trop, je veux dire, à notre époque. Moi quand je me dis que les gens d'avant, lorsqu'on voit l'histoire, on voit des gens comme la vie était beaucoup plus difficile, surtout pour nous les hommes, beaucoup plus guerrières. Je veux dire, on vit dans un monde assez pacifique, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a toujours des tensions, mais avant, c'était un homme qui partait pas à la guerre, c'était très rare. Donc ces gens étaient beaucoup plus forts parfois que nous. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus forts et qu'ils mangeaient beaucoup moins que nous. Après, je me dis que nous, est-ce que nous ne mangeons pas trop, en fait? Mais vous ne verrez jamais dans l'évolution de l'humain où est-ce qu'il a été marqué qu'on doit manger 3 fois dans la journée. Absolument. Nulle part. Quand on regarde l'histoire, les gens ne mangent pas. Et la preuve aujourd'hui, vous allez dans certains pays, dans certaines sociétés, ils ne mangent pas 3 fois. Nous, aujourd'hui, par rapport à notre niveau socio-économique, faire 3 repas dans la journée, c'est énorme, c'est extrême. Absolument. Mais est-ce que le corps humain même a été préparé ou bien a été, en fait, quand Dieu a créé l'humain, est-ce que c'était pour 3 repas? Non. Je ne pense pas. On est dans l'excès. Et cet excès se traduit par une santé, malheureusement, qui est vraiment dans les poubelles aujourd'hui. Absolument. Laura. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Très ravie de partager le plateau à nouveau avec vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces thématiques-là. Il faut qu'il arrête de manger 3 plats quand on va au restaurant. J'avoue que je suis celle qui finit les plats des autres, mais c'est vrai que vous avez raison. C'est vrai que vous avez raison. On ne doit pas déjà prendre autant de repas et surtout dans de certaines quantités aussi. Et c'est vrai qu'on avait reçu, comme l'a dit Alune, une personne qui venait du ministère de la Santé qui parlait de la division en fait, contre les maladies non transmissibles. Et c'est malheureux de voir quels sont les chiffres aujourd'hui. Par exemple, pour le diabète, on va parler de plus de 2500 cas par an pour ceux qui sont recensés, mais la réalité serait plus proche du double. Et aussi, comme le disait Alune, par rapport aux enfants aussi, qu'on voit de plus en plus atteints de certaines maladies, c'est quand même des situations qui sont très inquiétantes. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant que cette journée mondiale du diabète soit grandement célébrée. Et parfois même, on parle de mois entiers pour parler du diabète. Et ce qui est malheureux aussi, je pense, c'est effectivement, comme vous le disiez, de ne pas plus s'intéresser à prendre le problème à la source plutôt que de, souvent vouloir guérir ceux qui sont malades, mais ne pas faire de prévention avec ceux qui ne le sont pas encore pour ne pas qu'ils le soient, finalement. Et c'est vrai qu'à Tambacounda, par exemple, cette année, ils ont fait une journée de démonstration culinaire. Donc, je pense qu'on se rapproche un peu plus de ce qui va être, faites attention à ce que vous mangez parce que c'est à cette base-là que ça se passe. Et c'était l'antenne régionale des diabétiques dont on salue aussi le travail. Mais c'est vrai que même dans les événements comme ceux-ci, ça va souvent être, le public va souvent être des personnes qui sont déjà malades. Et on ne va pas beaucoup voir, par exemple, d'enfants ou de familles ou de parents, justement, où on pourra justement s'éduquer tous ensemble sur ces questions-là. Du coup, l'accent est souvent mis sur les malades, pas sur la prévention. Quand on parle de sensibilisation, vers où, selon vous, évolue cette tendance-là à la sensibilisation? Est-ce qu'on en fait... Qu'est-ce qu'on pourrait finalement faire de mieux pour pouvoir agrandir en fait la portée de ce message-là et diffuser plus largement le message autour de l'alimentation qui est vraiment à la base de toutes ces maladies-là? Oui, je pense déjà, moi, par rapport à ma position, même la terminologie de journée mondiale, je ne suis pas tellement vraiment en phase avec ces gens. Ce n'est pas en une journée qu'on doit sensibiliser, ce n'est pas en une journée qu'on doit dérouler des programmes pour lutter contre des fléaux. C'est un travail de tous les jours. Cet ouvrage dont vous parlez, je l'ai lu, mais pour moi, je ne suis pas en phase avec cet ouvrage. Parce que les repas présentés, c'est plus de la gastro, adapté à nos plats, à notre réalité. Ce n'est pas ça qui va influer sur la prévalence des maladies. Il faut que les gens comprennent qu'un aliment transformé n'a presque absolument rien de bénéfice sur la santé des populations. Ce n'est pas donc dans la transformation, dans la cuisson, qu'on va essayer de voir comment améliorer pour impacter. Non. C'est un travail de tous les jours pour comprendre qu'il y a ce qu'on appelle une alimentation vivante. Vous allez en campagne, les gens ont des aliments vivants. Ils ont des fruits dans les maisons, ils ont des légumes dans les maisons, mais on les laisse pour aller chercher du pain. On les laisse pour aller manger du riz ou bien du mil. Donc c'est plus une question d'information. Parce que dès que la personne a l'information, elle a un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est de choisir parmi ces aliments
Quels sont les aliments qui doivent me permettre de me soigner? Quels sont des aliments qui doivent augmenter ma vitalité? Quels sont ces aliments qui peuvent augmenter mon niveau d'énergie pour que mon corps puisse faire face à Mais toutes docteur, les on en parle peut-être chaque année, mais vous êtes pour zéro céréales, quoi, je veux dire. Non, pas. En fait, les céréales, aujourd'hui, c'est un problème de santé. Oui, c'est vrai. C'est un problème de santé. Mais est-ce que... Vous connaissez la population sénégalaise. Mais déjà, vous allez, en Casamance, vous leur dites arrêtez le riz, déjà, vous allez avoir un problème. Arrêter, c'est-à-dire, il y a une formule. Vous allez chez docteur, vous lui dites arrêtez le tiret, là. Non, c'est pas arrêter, parce que je donne un exemple très simple. J'ai envie de parler. Je donne un exemple très simple. Moi-même, j'étais dans la même perception, j'étais dans la même configuration, dans les mêmes croyances. En bon dollar, je mangeais bien mon riz. Jusqu'à ce que j'arrive aujourd'hui à comprendre que ce riz ne fait que remplir mon ventre. Il n'apporte pas grand-chose, à part le sucre. Et les céréales, grosso modo, c'est du sucre. Et le sucre, aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro un. C'est surtout le problème du riz qui est du riz industriel. C'est un riz qui n'a plus de valeur nutritive parce que c'est un riz qui n'est pas complet. C'est un riz qui a été un peu blanchi et tout ça, je veux dire. Mais le riz originel, vraiment, le riz avec toutes les fibres, le riz brun. Oui. Mais je veux dire, quand on n'en mange pas en excès, je veux dire, c'est déjà bien. Non, le fognon. Oui, je suis d'accord. On peut en manger, mais en quantité limitée. Et maximiser sur ce qui... Parce que n'oubliez jamais que quand nous mangeons, nous ne mangeons pas pour notre ventre, nous mangeons pour nos cellules. Le riz ne nourrit pas les cellules. Donc tu peux en manger en quantité, mais tu n'as fait que remplir ton ventre. Le riz qu'on nous présente, je suis d'accord. Non, en fait, tous les riz de façon globale, même le riz complet dont on parle, c'est juste les fibres qui sont là. Les fibres interviennent où? Dans la digestion, point. Oui, à part ça, il n'y a rien. Mais le mode de cuisson, tu prends combien d'heures pour cuire ton riz? Et plus le temps est prolongé, plus l'amidon et les grosses molécules de sucre sont libérées pour te donner en fait du sucre qui va rapidement augmenter. C'est pour ça que l'index glycémique du riz est très élevé. Absolument. Donc les céréales, en fait, c'est pas parce que je suis contre les céréales, mais je me rends compte aujourd'hui. Moi, je suis vers une orientation, exactement, vers une orientation qui met en priorité mes cellules, qui met en priorité mon corps physique. Donc, c'est ça qui vient aujourd'hui l'élément essentiel dans les choix. Je mange du riz tous les jours, mais dans des proportions... La viande, parce que quand vous parlez de transformation, la viande, il faut tous ces aliments, malheureusement, comme j'ai dit, la viande, il y a vraiment un sérieux problème par rapport à ça, parce que déjà... C'est bon, la viande? C'est bon, mais... Il faut manger de la viande, docteur? Je mange de la viande moi-même. Ce qu'il faudrait comprendre par rapport à la viande, c'est surtout l'impact sur l'acidité du corps humain. Plus tu en manges, plus tu acidifies ton corps. Donc tout ça, c'est des aliments dans lesquels il faudrait comprendre que je dois manger, je peux manger ces aliments, mais dans un ratio, bien une quantité limitée qui me permet d'abord, c'est juste pour satisfaire le plaisir. Oui, le corps aussi. J'ai essayé la diète sans viande rouge. Non, c'est pas. En fait, c'est pas des choix. En fait, c'est pas des choix que moi-même la viande rouge, il faut manger. Je valorise. Non. Je dis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ah non, ils vont sortir de l'équipe. Non, mais parce que. Tu parles de bouffe là. Ah non, mais on est là pour ça, parce que je veux dire, la nourriture, c'est la base de la santé. Oui, mais c'est pour ça que j'essaie de te faire comprendre que dans la formule alimentaire d'une personne, il faut qu'on retrouve plus d'aliments vivants. Ça veut dire quoi? Des aliments qu'on mange dans leur état naturel. Des aliments qu'on mange sans pour autant les transformer pendant longtemps ou bien complètement hyper transformés. Qu'est-ce qu'on recherche dans un aliment? C'est sa teneur en calcium, en magnésium, en potassium, ces micro-éléments, ces micronutriments qui ne sont plus présents dans les aliments transformés. Parce que parler d'alimentation équilibrée, quand vous prenez votre tchéboudienne, ce tchéboudienne contient des protéines, de par les poissons. Ce tchéboudienne contient des glucides, de par le riz. Ce tchéboudienne contient des lipides, par l'huile ou bien tout ce que vous avez utilisé. Si vous raisonnez en termes d'alimentation équilibrée, le tchéboudienne est équilibré. Tous les plats sénégalais sont des plats équilibrés. Et c'est pour cela que nous disons qu'on doit aller au-delà de la notion d'alimentation équilibrée pour parler d'alimentation fortement concentrée en micronutriments. Et ce sont ces micronutriments qui sont essentiels pour la nourriture des cellules. Parce que les légumes aussi, si par exemple c'est les légumes qui se trouvent dans le tiep, ce n'est pas vraiment de ces légumes dont on parle, parce que ce sont les légumes qui sont cuits. Exactement, qui sont complètement cuits. Et c'est là où je dis, par exemple, l'ouvrage dont vous parlez, quand on me présente un tchéboudienne, vous dites que c'est bien ou bien...
Je dis non, il y a un problème. Les légumes cuits ne contiennent presque plus rien. C'est indice glycémique 100, c'est du sucre. Exactement, c'est du sucre. Donc ça aussi, c'est de l'éducation. On revient surtout sur l'éducation. Aujourd'hui, vous faites un thieboudienne avec des légumes croquants, les gens vont vous dire que les légumes ne sont pas bien cuits. Donc tout ça, c'est plus l'information. Moi, quand je mange des légumes crus, mes enfants rigolent, quoi. Je dis qu'il n'y a que toi qui peux manger ça. Parce qu'ils n'ont pas bénéficié de l'information. Ils n'ont pas l'information. Ils ont l'information, mais ce n'est pas bon déjà. Ils se disent c'est pas bon, c'est tout. Non, c'est-à-dire l'information te permet de comprendre pourquoi tu dois manger. Pourquoi les légumes? Moi, je vous dis, je mange tous les jours, de la même façon presque, les mêmes légumes, mais je ne me lasse jamais. Parce que je connais la relation que j'ai avec mes légumes. C'est ça qui me soigne. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas comment vous donner, quel exemple je vais vous donner. Quelqu'un qui a peut-être une addiction ou bien une relation assez particulière avec une chose, qu'il prend tous les jours. En plus, c'est une question d'habitude. Hein. Le goût, c'est une question d'habitude. Quand quelqu'un goûte et trouve que ce n'est pas bon, moi, je goûte, je trouve que c'est excellent. Non. Pourquoi vous goûtez et que vous trouvez que c'est bon, c'est bien? Parce que vous avez une relation particulière. Vous savez pourquoi vous le faites. Le pourquoi détermine les choix. Mais quelqu'un qui ne sait pas l'intérêt ou bien l'utilité de manger des légumes, vous allez présenter de la meilleure des façons une assiette de légumes, il ne va pas toucher. La preuve, quand vous avez un buffet quelque part, regardez sur les entrées, la partie des entrées, les gens ne touchent même pas. Absolument. Alors que c'est l'essentiel. Et c'est là où, par exemple, quand je donne la formule nutritionnelle, je dis, OK, ce que la masse considère comme l'entrée, nous, c'est notre plat de résistance. Et ce qu'ils considèrent comme plat de résistance, c'est les 20%. De plus en plus, on dit 80-20, quoi. 80-20%. C'est-à-dire 80, c'est l'alimentation vivante. Et les 20%, c'est le petit plaisir que vous avez dans les... C'est là où tu vas retrouver ta viande, tes céréales. Ah non, moi, la viande... Les céréales, je ne prends pas beaucoup de céréales en dehors du fognon, mais la viande, pour moi, c'est capital. Hein. Non, je pense qu'on pense... Docteur, avant de passer la parole à Tierno, oui, docteur. Non, j'ai beaucoup rigolé parce que... Enfin, on a dit beaucoup de choses. Déjà, il y a une phrase qui, pour moi, est assez générale, qui dit tout simplement que ce qui nous amène à la tombe, c'est la nourriture. Ça, c'est simple. Donc, malheureusement, on est obligé de manger. Il faut moi, je vois mon cas, mon propre cas, quand je suis devant des buffets, j'ai été devant beaucoup de buffets. Dès qu'il y a du riz, je n'ai plus le choix, en fait. Parce que je vais manger le riz. C'est aussi simple que ça. Et j'adore le riz. Et j'ai été aussi dans beaucoup d'endroits où les gens ne mangeaient que du riz et ils ne sont pas diabétiques. Hein. Au Japon, à Cuba, en Chine, partout, les gens mangent essentiellement du riz. Et les Diola, depuis des siècles, ils sont dans très bonne santé. Pendant que vous parlez, j'étais en train de penser, il y a 15% de céréales au Sénégal. Si vous leur dites de ne pas prendre du pain, vous allez avoir du... Mais vous allez avoir de sérieux problèmes. Bon, c'est vrai dans tout ce que vous dites, mais moi, ce que je constate, c'est plutôt le début de votre propos quand vous dites qu'aujourd'hui, les enfants sont diabétiques, etc. Et vous parlez beaucoup d'éducation à la base. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous regardez aussi à la base, quand vous faites un peu de sociologie sénégalaise, les gens n'ont pas tellement le choix aussi. C'est-à-dire là, vous parlez des gens comme s'ils avaient le choix de choisir entre A, B, C, D, alors que les gens sont quand même... Le pouvoir économique est très faible. Les gens n'ont pas beaucoup de choix. Ils sont obligés de faire des choses en masse. Les choses en masse, c'est quoi? C'est cuisiner beaucoup de riz, très peu de poissons parce qu'il n'y en a pratiquement pas où ça coûte les yeux de la tête. Voilà, donc ils sont obligés de présenter des plats dont ils sont capables de produire. Donc ce n'est pas avoir un choix et dire je vais prendre des céréales le matin, je vais prendre du fognon le soir. Ils n'ont pas ce choix-là. Voilà, les gens mangent un peu ce qu'ils ont. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Je pense avant ce qu'on avait et qui ne traduisait pas, disons, cette enfance qui est aujourd'hui obèse, etc., on avait des internats. Et dans les internats, il y avait de la cuisine, disons, un peu plus équilibrée. Moi, je me souviens au Britannique, on avait quand même des plats qui étaient faits, qui n'étaient pas toujours très bons d'ailleurs, mais on mangeait beaucoup de lentilles, on mangeait des pâtes, c'était très varié. C'est tout ce qui allait à l'école. Voilà, c'est tout ce qui allait à l'école avait quand même ce choix-là. Et donc peut-être... Il y avait quand même pas mal de gens qui allaient à l'école à l'époque. Hein. On avait beaucoup de gens qui étaient scolarisés. Donc, ce qui fait qu'il y avait un peu le choix. Maintenant, on n'a plus tout ça. Donc, les gens sont livrés à eux-mêmes. Quand vous dites à une famille de préparer le repas du soir pour son enfant qui va à l'école, il n'y en a pas beaucoup qui ont les moyens de le faire. Et donc, les enfants prennent du pain beurre, pain chocolat. C'est un peu ça aussi qu'on le retrouve aujourd'hui. Voilà. Donc, l'impact, c'est important. Comprendre, comme vous dites, l'information, c'est un pouvoir. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement parce que je sais que tel aliment a tel impact sur mon corps que je ne vais pas avoir cet aliment-là. Il faut aussi avoir les moyens de cette politique-là. Et c'est peut-être ça qui est un peu plus difficile. Oui, mais peut-être... Allez-y, terminez.
comme a dit aussi Alioune, c'est une question d'éducation, de goût, en fait. C'est-à-dire, moi, je vois que je prends toujours du café sans sucre, avec du lait, mais parce qu'à la base, ce n'est pas toujours très agréable, mais maintenant, je suis habitué, je ne prends que ça. Donc, il faut éduquer les gens à la base par rapport au goût, tout simplement. Et c'est comme ça que vous arriverez un peu à réussir votre mission de prévention qui est noble et que je loue. Okay. Mais je vais peut-être vous surprendre, hein, parce que pensez que c'est seulement parce que les gens n'ont pas les moyens qu'ils sont obligés de s'adonner à ça. Mais les gens qui ont même beaucoup plus de moyens, ils semblent être la classe la plus favorisée, c'est là où on trouve le taux le plus élevé de diabète. C'est là où on trouve le taux le plus, l'incidence des maladies est même beaucoup plus important chez les gens qui pensent être aujourd'hui des gens qui peuvent s'acheter, se payer n'importe quel type de repas. Parce que le problème, il est là. Ils ne savent même pas. Le type de relation, c'est cette relation de récompense dont je parle. Parce que ma poche est bien fournie, je peux me payer ce que je veux. Absolument. Qui fréquente les grandes surfaces? C'est pas le paysan de mon village qui va venir s'adonner qui achète des pizzas, des hamburgers. C'est pas... Qui amène ses enfants le week-end acheter des hamburgers, l'alimentation rapide? C'est des gens aisés. Qui achète des sodas pour ses enfants? C'est des gens aisés. Le pauvre paysan, il prend de l'eau. Et l'exemple que vous avez donné par rapport à nos parents ou bien à ces populations qui mangent, allez-y voir quel type d'activité physique ces gens font. Et ils ne mangent pas que le riz. Même les Chinois dont on parlait, ils ne mangent pas que le riz. Allez-y voir. Il y a beaucoup de verre, beaucoup de thé, beaucoup de choses qui permettent au corps aussi d'être bien antioxydé, bien métabolisé. Maintenant, la part de risque, elle est importante. Mais dans une proportion bien cadrée qui permet d'abord, comme je dis, de mettre en priorité son corps physique, de mettre en priorité ses cellules. Mais c'est pas parce que ce que moi, je ne voudrais pas qu'on puisse éventuellement retenir, c'est de penser que bien manger, ça demande des moyens. Non. Je donne l'exemple de la Casamance. Vous allez en Casamance, dans chaque maison, dans chaque concession, vous avez un manguier. Vous avez peut-être une plantation de bananes. Vous avez tout. Mais les gens préfèrent aller acheter du pain le matin pour le petit déjeuner, alors qu'ils ont des fruits sur place. Ça témoigne quoi? Il n'a pas l'information, il ne sait pas. C'est une habitude alimentaire. Exactement, qu'ils ont développé. Donc, c'est là où je dis, il faut éduquer, il faut informer, il faut que les gens sachent exactement quelle est l'utilité d'un aliment que je prends, pourquoi je le mange. C'est à partir de cet instant que les choix vont être orientés. Moi, par exemple, aujourd'hui, ou bien toutes les personnes aujourd'hui qui assistent, ou bien qui sont dans toutes les formations que nous faisons, mais c'est des gens aujourd'hui qui sont à l'aise par rapport à leur alimentation. Et pourtant, pas de changement énorme dans ce qu'ils font. Ils ont juste réorienté les dépenses. Ça veut dire quoi? Si je ne mangeais pas des fruits, il faut que je commence à comprendre pourquoi un fruit. Et pour les enfants, c'est très facile. Parce que ce qu'on met dans le goûter des enfants, c'est même plus cher que d'acheter quelques fruits. Parfois. Mais un enfant qui met des fruits dans son sac pour aller à l'école, arrive là-bas, il va peut-être un peu marginalisé. Et je donne tout souvent l'exemple d'une maîtresse qui a demandé à l'enfant ou bien à l'élève, est-ce que tes parents n'ont pas les moyens? Pourquoi on te met un fruit dans ton sac? Regardez la perception de l'enseignante même par rapport à un fruit. Mais aujourd'hui, vous allez dans certains pays, il y a des écoles satellites, des écoles pilotes, dans lesquelles on essaie de changer les comportements. Même le goûter, il m'a parlé de cantine, même les plats proposés dans les cantines, pour nous, nutritionnellement, il n'y a rien. Vous me parlez de pâtes, tout ça, c'est des aliments qui n'ont pas d'impact sur la santé des populations. La preuve, nos enfants ne mangent que des pâtes. Donc, quand on veut vraiment changer des comportements, c'est tout un ensemble. D'abord, communiquer, apporter l'information, et que ce soit enseigné de façon continue, avec des ouvrages, que les gens, avec des images à l'intérieur. Si on prend aujourd'hui une image sur laquelle on montre à un enfant, une pomme vaut 10 000 fois plus qu'un hamburger ou bien un fast-food que vous mangez, mais cet enfant va ancrer l'image dans sa tête. Si demain son parent l'amène dans un fast-food, il a déjà l'information qui l'aide à comprendre que c'est mieux pour moi de manger un fruit que de manger ces aliments. Mais on n'a pas tout ça aujourd'hui. De sorte que les gens aujourd'hui développent des comportements qui malheureusement expliquent pourquoi aujourd'hui, aussi bien chez les enfants. On parle de diabète. Mais vous pensez que c'est normal, tout ce qu'on a aujourd'hui comme complications du diabète? Chaque année, on vous donne des chiffres qui sont alarmants. Vous allez dans les centres de dialyse, la majorité des patients ont été affectés dans ce service par le diabète. Regardez le nombre d'amputations. Regardez le nombre de pathologies cardiovasculaires. Et tout ça, c'est des conséquences des complications du diabète.
Et quand ça arrive, on vous dit que c'est l'évolution naturelle de la maladie. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que la maladie n'évolue pas naturellement comme ça? Parce que même dans l'alimentation du diabétique, il y a un sérieux problème. Et qui revient toujours à ce que nous disons. Les gens, est-ce qu'ils savent exactement quels sont les types d'aliments qui peuvent nous permettre d'améliorer notre santé? Non. On va terminer avec un autre gourmand. Un autre adepte de Thierry. Beaucoup le pain. En fait, déjà, très heureux de vous retrouver, docteur. Ce que vous dites est intéressant et moi, ça m'amène à avoir une réflexion sur un triptyque à la fois psychologique, mental, politique et stratégique. Psychologique, mental, parce que vous avez tout à l'heure parlé de perception. Il y a d'abord, depuis plusieurs années, ou depuis des dizaines d'années, on a introduit dans nos sociétés, dans nos mœurs, d'autres cultures, d'autres modes d'alimentation qui sont exogènes, qui ne viennent pas de nous et qu'on nous a donnés comme aliments majeurs dans notre alimentation. Pardon de la répétition. Et ça a perduré. Et ça c'est, comment dirais-je, ça a agrandi comme une lierre, si vous voulez. Et ça a fait que pendant plusieurs générations, on pense que si on ne mange pas d'une certaine manière ou si on ne mange pas certains aliments, il y a un problème. Alors, et ça a rejailli chez les enfants dans toutes les générations. Et vous avez parlé tout à l'heure de la malbouffe, etc. Il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'on est en face d'industries, de pays qui sont très puissants et qui nous donnent leur culture. La culture américaine du fast-food, etc., a intégré et désintégré, si vous voulez, plusieurs sociétés. Et ça, c'est une lutte féroce qu'il faut contre cela. Donc peut-être on n'aura pas le temps de développer. Ça, c'est la perception, la psychologie, c'est l'aliénation même mentale. C'est encore plus loin, n'est-ce pas? Alors, parce que vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Dans certains de nos villages, dans certains de nos terroirs, les gens mangent très bien. Je parlais tout à l'heure de mon grand frère. Quand j'assiste à des conférences du professeur Gallo, mais il parle toujours, il donne des exemples de ces gens-là dans les villages qui le lendemain mangent des repas qu'ils avaient gardés, mais qui sont très intéressants en termes de nutrition et en termes d'éléments nutritifs. Ils n'ont pas besoin d'adopter un comportement bourgeois, entre guillemets. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire aller voyager dans notre état d'esprit pour épuiser tous ces éléments-là qui nous freinent notre évolution alimentaire nutritive. L'autre chose, c'est politique. Il faut une véritable volonté politique. Il faut faire en sorte que nos gouvernants, le ministère de la Santé, mais en plus haut niveau, connaissent une autonomie, une autosuffisance alimentaire, qu'on investisse de manière très importante. Il y a une autre chose, vous avez parlé de cantines. Il y a un lien à faire. Si nos cantines étaient irriguées par des produits locaux, par les produits de notre agriculture, mais on réglerait des problèmes d'emploi, on réglerait des problèmes de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire, etc., etc. Et on réglerait les problèmes de ces enfants-là, qui mangeraient des choses qu'on a cultivées chez nous, qui leur permettraient d'être connectés à nos aliments. Ça, c'est important. Et c'est une question politique. Et la dernière chose, c'est une question stratégique. On est dans un monde complexe. On a besoin d'autonomie stratégique. On n'a plus besoin, ou on ne doit plus aller acheter du blé de la Russie, de l'Ukraine, etc. Nous ne détenons pas le cours de l'histoire ou le cours même des situations politiques dans le monde. Donc nous devons avoir une autonomie stratégique, nous devons nous armer de ce point de vue-là. Il s'agit d'une question stratégique, hautement géostratégique aujourd'hui. Aujourd'hui, un pays comme la Russie peut s'enfermer dans les 5 prochaines années parce qu'elle a les moyens de se nourrir, malgré les tribulations occidentales, voilà, etc. Donc ça, c'est une parenthèse. Voilà un peu moi ce que je voulais dire. Et ma question, c'est par rapport, docteur, un peu à 3 choses, parce que je connais quelqu'un chez moi qui est très proche. Et aujourd'hui, j'ai envie je pose la question pour cette personne-là, parce que malheureusement, je ne peux rien contre elle. Mais est-ce que le riz, la viande, le pain, etc., sont les ennemis du diabète, d'une certaine manière? Même s'il y a des spécialistes qui lui ont dit non, etc. Je vais compléter un peu, parce que c'est une question aussi, en régie, on me demande de la poser, c'est-à-dire nous donner un repas type pour la journée, par exemple. Comment vous fonctionnez? Mais je vous remercie, Thierno. Je pense que vous avez vraiment bien campé le sujet. C'est d'abord de la volonté. On ne peut pas parler d'autosuffisance alimentaire si on ne crée pas ce link entre l'information nutritionnelle, la production, parce que c'est deux choses liées.
à l'école, comme je dis, un programme qui doit intégrer cette éducation, doit faire changer toutes les cantines. Exactement. On ne peut pas laisser les gens mettre des aliments industriels à la cantine, alors que derrière, on est en train de faire. Donc, c'est toute la chaîne qui va être modifiée. Donc, c'est un programme sur lequel, d'abord, il faut de la volonté politique, que les gens comprennent l'impact et adapter l'agriculture par rapport à ça. Exactement. Donc, c'est tout, comme vous le dites, on va non seulement révolutionner les choses, mais créer énormément d'emplois. Exactement. Parce que si le petit paysan qui est là-bas, dans son coin, sait d'avance que si je fais une plantation de bananier, ça va être acheté. Automatiquement acheté, parce que tous les enfants du Sénégal, le matin, dans leur goûter, auront une banane dans le sac. Exactement. Imaginez déjà en termes de transformation, Exactement. d'état d'esprit, de mental, comment on peut impacter. Exactement. Donc c'est la chaîne qu'il faudrait mettre en place et élaborer les programmes. De sorte que moi, si je communique, je dis OK, la banane a énormément de vertus. Exactement. Derrière ceux qui sont dans la production, derrière ceux qui sont dans la vente. Toutes ces personnes sont sur la chaîne. Moi, je ne fais que de l'information. Mais si l'information n'est pas soutenue derrière par la disponibilité du produit, vous pensez que c'est normal, Thierno, en 2023, qu'au Sénégal, qu'on continue à aller importer de la banane pour notre consommation? Absolument pas. Absolument. J'ai mal au cœur quand je vois ça. Pourquoi on n'a pas de pommiers au Sénégal? Pourquoi tous ces fruits, c'est de l'Afrique du Sud ou bien du Maroc que les fruits parviennent pour notre propre consommation? Rien que la banane, allez-y en Casamance. Il y a une dame je viens de là-bas, il y a les petites bananes qui sont là, beaucoup plus riches, beaucoup plus consistantes et plus délicieuses. Ah oui. C'est notre production. Donc, parfaitement en phase avec vous sur la perception, sur la volonté politique, sur tout ce qui est vraiment aujourd'hui une chose sur laquelle les gens doivent travailler par rapport à vraiment à l'amélioration. On va terminer avec... Maintenant, pour la question, le riz, le pain, si vous voyez sur l'index glycémique, vous verrez que c'est des aliments qui viennent juste en dessous du sucre. Donc, c'est plus une consommation en sucre, mais en termes de valeur nutritionnelle, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est des aliments qu'on peut toujours consommer. Mais après avoir, comme je dis, bien nourri notre corps. Et bien nourrir notre corps, on n'a pas le choix. Il n'y a que 2 classes d'aliments. Ce sont les fruits et légumes. Il faut que les gens comprennent pourquoi on doit manger des fruits. Ce n'est pas un luxe. Surtout les légumes. Pourquoi on doit manger les légumes? C'est une obligation. Les fruits, il y a beaucoup de fructose aussi. Et le fructose, non, en fait, c'est relatif. Le fructose, ce qu'on dit, c'est plus le fructose industriel. Mais le fructose naturel... Mais le fructose du sucre, parce que le fructose, je veux dire que il est tellement spécial qu'il n'est utilisé que par le foie, en fait. Les cellules ne peuvent pas l'utiliser directement. Non, donc fait, ça fatigue le foie. Non, ça, c'est un débat sur lequel on peut... C'est théorique, hein? Je sais sur quoi tu es en train de parler. Les gens doivent comprendre une alimentation qui est dédiée à notre santé, une alimentation qui met en priorité notre corps, doit pouvoir fournir des légumes, doit pouvoir fournir des légumes. Et de l'eau. De l'eau surtout. Non, l'eau, c'est vraiment le levier numéro 1. Regardez, les gens ne boivent plus. Exactement. Alors que le corps doit éliminer. Pourquoi on prend 70% d'eau. 70% d'eau, cette eau doit rester propre 24 heures sur 24. Donc, si on ne boit pas, on est en train de stocker. Et le corps n'a pas les moyens d'éliminer. Et dès qu'on n'élimine pas, on stocke. Donc, c'est pour ça qu'on dit déshydratation égale prise de poids. Deuxièmement, pourquoi les fruits? Les fruits, en fait, c'est des nettoyeurs du corps. Les légumes, c'est des constructeurs. C'est là où on a les éléments, les briques de construction de notre santé. Même le système immunitaire, aujourd'hui, on est vraiment en période de grippe, de rhume. Mais si le système n'est pas renforcé, on va facilement développer ces pathologies saisonnières. Donc, en résumé, rassurez cette personne qui tient à ces aliments, mais dites à cette personne aussi de mettre en priorité des fruits, surtout le matin, et des légumes lors des principaux repas. Maintenant, par rapport à la question de la régie, comme j'ai dit, la formule, elle est très simple. Beaucoup d'eau, comme vous le dites, et dépasser cette notion de 1,5 litre, 2 litres, non, le corps est fait pour 4 litres d'eau par jour. Ça, c'est les besoins minimum pour l'hydratation. Il faut boire beaucoup d'eau pour que le corps puisse se purger, puisse se nettoyer. Après l'hydratation, il faut d'abord permettre au corps de produire de l'énergie, d'avoir de la vitalité, et c'est par l'alimentation vivante. Ça va pas transformer ou légèrement transformer. Et le mode de cuisson des légumes, pour répondre un peu à ce que Ali avait dit, ce n'est pas comme nos bonnes dames le font. Il faut soit à la vapeur, et on peut sauter sur une poêle ou bien le cru. Mais comme les gens n'ont pas l'habitude, le cru peut fatiguer dans un premier temps. Il faut peut-être un peu les ramollir. Il faut bien assaisonner, hein, même le cru. Il faut assaisonner. Et c'est très délicieux. Je peux vous garantir que c'est la meilleure des alimentations. Ah, tout à fait. Et vous le vivez, vous le ressentez. Et n'oubliez surtout pas
d'améliorer la qualité du sommeil. C'est fondamental. Ouais, ça, on peut faire une émission sur le sommeil, ça c'est clair. L'activité physique, elle est essentielle. Absolument. Ça aussi, on peut faire une émission sur l'activité. Vous avez bien compris, docteur. Absolument. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, docteur Cherchenian Sow, docteur Keba Tamba. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle Ma mère, c'est publié aux éditions Artige. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup.